La fameuse sacro-sainte neutralité. C'est vraiment quelque chose avec lequel on nous rabat les oreilles quand on est notamment en études de psychologie, mais j'imagine que c'est exactement la même chose dans les études de travailleur social, etc. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas dans les commentaires de la vidéo. Il y a comme ça des générations et des générations de professionnels auxquels j'appartiens moi-même qui ont été formés avec cette idée de la neutralité bienveillante. Durant ma formation, on a pu éveiller chez moi cette idée selon laquelle le thérapeute devait être une espèce de page blanche sur laquelle le patient, le client, dites-le comme vous voulez, viendrait projeter quelque chose de son histoire. Ou alors il y avait cette idée selon laquelle, en tant que thérapeute, il ne fallait surtout pas influencer les personnes que l'on rencontre, les couples ou les familles. Que d'une certaine manière, les influencer, ce serait les manipuler avec toute la connotation négative qui peut exister derrière. Mais si vous acceptez cette idée, les personnes qui vont consulter un thérapeute, qui vont voir une assistante sociale, qui vont voir un coach, qu'est-ce qu'elles souhaitent d'autre qu'un changement apparaisse dans leur vie? Et comment un changement pourrait apparaître s'il n'y a aucune influence qui est exercée de la part de l'intervenant? De toute façon, est-ce que c'est même possible de ne pas influencer à partir du moment où on fait partie intégrante du processus? C'est ce qu'on va notamment retrouver dans les apports conceptuels qui sont ceux de la seconde cybernétique, sur lesquels on se base aujourd'hui au sein de l'approche systémique. Mais pour parler de ce sujet-là et d'une manière incarnée, je vous propose de venir avec moi dans une conversation que j'ai pu avoir la chance et le privilège d'avoir avec Charlie Cretman. Dans mon parcours, je crois que la question de la neutralité, elle s'est posée assez vite. Je me rappelle dans le premier stage en systémique que je faisais en thérapie de famille, où là je découvrais toutes les règles, toutes les manières d'être en lien, d'accueillir les personnes et puis de faciliter des conversations. On avait un certain nombre de règles très précises qui visaient justement à respecter le fait que les personnes puissent se livrer et j'imagine à les mettre en confiance. Et l'une d'entre elles, c'était de dévoiler le minimum d'informations à son propos pour, dans l'idée de respecter une certaine neutralité et notamment, très précisément, ne pas parler de son âge. Et donc me voilà, j'ai 25 ans, j'ai conscience de l'âge que j'ai et de l'image que je donne aux personnes en face de moi. Et en fait, cette question arrivait à peu près constamment. Deux questions en fait dont je me souviens assez bien, c'est quel âge vous avez et avez-vous des enfants? Donc dans une dynamique de thérapie de famille, je peux bien imaginer pourquoi ces questions-là se présentaient. Et donc dans les premiers temps, j'essayais de pas y répondre, j'essayais de contourner les choses. Et une technique qu'on nous avait apprise, c'était de renvoyer la question à l'autre, c'est-à-dire pourquoi cette question vous intéresse. Et je trouvais ça assez malhonnête et quelque part, bien sûr que je peux être intéressée par pourquoi la personne pose cette question, mais j'avais le sentiment que je devais aussi lui répondre et que c'était une manière d'honorer notre lien et de commencer à créer aussi ce lien dans ces premiers moments de la séance. Et donc j'ai transgressé cette première règle et j'ai découvert des réactions qui étaient très surprenantes parce que c'est vrai que cette question-là de quel âge vous avez, je la prenais, elle me donnait l'impression qu'elle allait m'illégitimer. J'avais l'impression que je dévoilais là le fait que je venais de sortir de l'université et que effectivement j'avais pas une très longue expérience en tant que thérapeute de famille. Et en fait, ça créait des effets assez surprenants parce que il y avait des personnes qui me disaient « Oh, mais c'est génial, vous avez l'âge de ma fille, du coup, vous allez sûrement la comprendre parfaitement. » Ou des personnes que ça mettait mal à l'aise et inconfortable. Et ça, j'ai aussi appris à comment on peut faire ensemble pour négocier là autour. Pour certaines personnes, en fait, considérer que 25 ans, ce sera un âge insuffisant pour comprendre leur vécu, leur parcours de vie et la complexité de ce qu'ils et elles vont m'amener en thérapie, ça pouvait créer un point, effectivement, un peu de non-retour, ou en tout cas, on ne pouvait pas continuer. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant. Là, ça a amené une conversation sur ces raisons. Et ce que j'ai découvert dans le fait de commencer à répondre à ces questions, je trouvais que ça permettait aussi à la personne de peut-être ajuster aussi ses perceptions, ses représentations qu'elle avait à mon égard, et puis de commencer à collaborer vraiment. Ça me donnait cette impression-là. Et alors après, je pouvais poser la question de pourquoi c'est important pour vous, en quoi c'est important pour vous, parce que ça me permettait de savoir est-ce que là, ça va être une voie sans issue, ou est-ce qu'il y a une manière d'en parler, d'en discuter.
Et la même chose pour les enfants. À 25 ans, j'avais pas d'enfants. Et le fait de pouvoir répondre très honnêtement à ça en disant non, j'ai pas d'enfants, ça permettait, pour certaines familles de dire, OK, alors du coup, je vais vous expliquer ce que c'est, en fait, la vie avec des enfants. Et pour d'autres personnes, par contre, c'était effectivement une réponse où, si je répondais par la négative, ça allait compliquer la relation. Et je crois que ça m'a aussi appris à accepter, à reconnaître et à aller avec ces limites-là, qui sont peut-être des limites relationnelles et qui sont, à mon sens, à respecter. Je crois que c'était vraiment mon premier bain dans le fait de pouvoir commencer à parler de soi et de voir l'effet que ça provoque sur l'autre et de voir dans quelle mesure on va pouvoir construire cette alliance relationnelle, cette alliance thérapeutique, ou bien si ça va créer des obstacles aussi sur la route, est-ce qu'on va être capable de lever ces obstacles ensemble ou pas? Je repense passablement à ma formation en narrative et au moment où j'étais apprentie en narrative et que du coup j'exposais ça aux personnes. Par rapport à la formation que j'avais reçue dans une systémique plus traditionnelle, ça me déstabilisait beaucoup la manière de poser les questions narratives et du coup je me sentais pas de faire comme si j'étais en maîtrise de ces questions ou du processus de questionnement narratif. Et donc une manière que j'avais d'amener, c'était de dire ça aux personnes. Je suis en train de me former et d'ailleurs souvent je me rappelle j'amenais mes canevas de questions donc ça se voyait et je me disais c'est ok, je suis confortable avec ça, ou en tout cas je sens que c'est important de pouvoir leur dire ça va créer quelque chose aussi. Et c'était amusant parce que ça permettait aussi aux personnes de s'exprimer sur l'intérêt et la pertinence ou non de ces questions et de cette manière de questionner. Donc je trouvais ça très amusant parce que ça créait vraiment quelque chose de... Alors voilà, je suis cette formation, il y a des choses que je trouve intéressantes, il y a des choses, parfois c'est un peu bizarre dans la manière de questionner, et en fait vous allez me donner votre avis. Et donc en fait moi j'en étais aussi un petit peu... dans ce même point où en fait je cherchais la pertinence des questions, je cherchais à me les approprier aussi, probablement que je commettais des maladresses et j'avais l'impression que ça autorisait les personnes à me dire oui c'est vrai cette question elle est vraiment très étrange, ou c'était intéressant parce que tout d'un coup ça m'a amené de la créativité ou autre chose. Et ça je me rappelle que je le faisais vraiment constamment dans les séances quand j'étudiais à Montréal les pratiques narratives. Il y a une conceptualisation qui est plutôt du côté stratégique en systémique, mais qui est celle des 4 piliers de l'intervenant, et qui est cette idée selon laquelle si tu veux introduire quelque chose dans le système thérapeutique, il faut que tu l'incarnes toi-même. Et je retrouve un peu ça, même si probablement tu vas me dire comment ça se présente à ton esprit, mais cette question de les gens vont se dévoiler devant toi, donc comment est-ce que toi tu amènes ça? Mon intuition c'est que ça doit beaucoup aider les personnes que tu rencontres à pouvoir elles-mêmes se dévoiler. Je crois que effectivement le dévoilement ou le fait de pouvoir poser les choses avec les personnes de manière plus collaborative ou horizontale, ça met la personne en capacité de répondre. Et je crois que ça lui donne aussi le sens de la responsabilité. La responsabilité dans la relation, mais la responsabilité aussi dans le travail thérapeutique qui est fait ensemble. Et je crois qu'effectivement, ça peut passer par le fait de dire qui on est ou de dire à qui elle a affaire, et de dire là où on a de l'expérience. Est-ce que quand j'écoute cette personne qui me parle de cette problématique, est-ce que ça résonne en moi particulièrement? Est-ce que j'en ai l'expérience en tant que professionnelle ou est-ce que j'en ai l'expérience aussi dans ma vie personnelle? Et j'ai l'impression que dans les séances où je peux parler de l'expérience personnelle que j'ai à propos de telle ou telle problématique, difficulté, épreuve de vie, pour moi c'est tout l'art de parler de ces expériences pour créer un terrain d'échange, regarder en quoi nos expériences elles diffèrent ou elles sont semblables, et la différence entre le fait de le faire peser sur la personne. Pour moi, c'est ça la différence aussi dans le dévoilement ou dans la neutralité qu'on peut avoir. Je comprends bien, évidemment, l'intérêt de ne pas faire peser sur la personne le poids de notre expérience ou de nos propres difficultés, mais plutôt comme un sentiment peut-être d'appartenance aussi, ou un sentiment partagé de « Ah j'en ai cette expérience ». Et en tant que parent, vu que ça m'est arrivé plus tard, de pouvoir dire « Ah oui, alors avec mes enfants, c'est des questions qui sont vraiment importantes pour nous en ce moment ou qui l'ont été par le passé. Et voilà comment je m'y suis prise, ou voilà comment certaines personnes que je connais s'y sont pris ». C'est comme si on posait les choses sur la table et la personne peut dire « ça m'intéresse » ou « Non, ça, je vois pas du tout le rapport avec ma propre vie ». Et je crois que ça favorise vraiment la responsabilité aussi, et aussi ce sentiment d'agency, comme on dit en narrative, donc de sentiment d'initiative personnelle, de sentir si, ok, les propositions que j'ai,
en face de moi, en tant que personne accompagnée, elle résonne, je peux m'en emparer, je peux vraiment un peu commencer à jouer avec, sans que ça me soit imposé comme waouh, l'expert ou l'experte en face de moi a dit, et donc moi je suis en situation où je reçois, mais je suis en situation de passivité. Et je crois que c'est ça aussi pour moi ce jeu dans le dévoilement ou dans comment on peut avoir une posture où on va parler de soi, de pouvoir mettre la personne en capacité de répondre, clairement. Peut-être une manière avec laquelle j'aurais à cœur de pratiquer, c'est de dire à la personne OK, quand je vous écoute, ça me ramène en fait à mon expérience et ça m'amène des nouvelles idées, des idées auxquelles j'avais pas pensé. Et si vous êtes d'accord, je vais vous donner des exemples de comment dans mon expérience ça s'est incarné. Et puis là où vous écoutez, ça m'amène. Et peut-être qu'ensemble, on peut voir là où ça va nous amener ensemble. Donc vraiment d'essayer d'échanger et de toujours vérifier avec la personne aussi que c'est OK de le faire et que c'est le bon timing et voilà, vérifier que c'est OK de le faire de cette manière-là. Je crois aussi que j'ai vraiment à cœur de montrer en quoi ce que les personnes, elles amènent, ça m'inspire et ça inspire ma vie et mon expérience de vie en tant que professionnelle, évidemment, mais en tant que personne, comment ça me fait grandir aussi. Et pour moi, c'est là où l'échange, il peut être constructif et de l'ordre de la croissance. Et puis, l'autre exemple schématique que j'aurais, c'est tout d'un coup de prendre les propos de la personne, de les ramener dans ma propre expérience et d'être complètement envahi et déstabilisé par ça. Et de tout d'un coup être complètement replié sur moi presque et de dire et d'être envahi par les émotions et de dire quand vous dites ça, waouh, c'est parce qu'en fait en ce moment moi dans ma vie je vis ça et c'est complètement waouh et c'est trop et c'est fort et là la personne où le rapport serait complètement inversé et va avoir envie de dire je suis désolée, de nous consoler, de vouloir nous aider peut-être. Et là où pour moi ce serait vraiment faire porter ça sur les épaules de la personne. Et je l'ai schématisé avec une émotion de l'ordre des pleurs, et pourtant, ça me va tout à fait de pleurer en présence de la personne. Et quand je parle des larmes, pour moi, c'est ça aussi, c'est que toute expression émotionnelle, pour moi, elle est valable et elle peut être la bienvenue en thérapie, mais ça dépend toujours dans quelle mesure je me dis OK, j'ai envie de dévoiler ça pour aussi donner accès à une partie de mon expérience à la personne. Et pas pour être centrée sur moi et puis qu'elle m'aide à cheminer plus loin dans mes propres difficultés et épreuves. J'ai le sentiment que c'était assez strict, en fait, cette question de neutralité et de dévoilement. C'est-à-dire vraiment à éviter, et voire même à tout prix. Donc, vraiment plutôt essayer de produire de soi une image qui est très professionnelle. Et sous ce chapeau professionnel, il y avait l'idée que, en fait, les côtés personnels et ce qui nous arrive ne font pas partie ou ne sont pas les bienvenus en thérapie. Donc quelque chose plutôt d'éviter ou de donner de soi une image assez lisse. J'ai l'impression que c'est ce message que j'ai reçu en formation, en systémique. C'est un petit peu quelque chose aussi de l'ordre, ça me vient comme ça, peut-être de l'ordre de ce qu'on cherche à faire en psychanalyse aussi peut-être. Quelque chose de donner de soi une image assez lisse, comme ça la personne elle est libre de projeter des choses sur soi. Et j'ai l'impression d'avoir entendu et reçu des messages plutôt de cet ordre-là, comme pour faciliter quelque chose de l'expérience de l'autre personne. Et puis chez moi, ça a créé plutôt de l'inconfort, et quelqu'un qui serait à l'aise avec ça, ce serait très bien. Mais chez moi, dans mon expérience, c'est plutôt quelque chose où je me disais, j'ai l'impression d'être pas honnête, ou de cacher des choses, ou je crois que j'aimerais donner à voir certaines parties, ne serait-ce que l'effet que le discours de la personne a sur moi, l'effet émotionnel, mais aussi les idées que j'ai. En narrative, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est la question que, je sais pas comment elle s'appelle, mais moi je l'ai appelée la question Carrefour, où dans un moment donné, dans une séance de thérapie, je suis à un moment où moi, en tant que professionnelle, je sais pas très bien où on pourrait aller. Et j'ai l'impression que j'ai plutôt appris à, je vais faire ça de mon côté, dans ma formation initiale, donc je vais peut-être écrire ça, et dans mes notes, j'aurai les 3 voies peut-être qui s'offrent à moi, et je vais essayer d'en amener une. Et en narrative, vraiment cette autorisation de dire à la personne, waouh, là, il y a eu vraiment beaucoup de choses, et en fait, moi, je vois 3 voies possibles. Est-ce qu'on peut faire un moment de carrefour? Et du coup, on le fait vraiment avec la personne. Donc, en mettant de nouveau vraiment entre nous dans cette relation thérapeutique, je vois 3 voies. Et qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Laquelle on continue?
Et peut-être la personne dit, alors il y en a une sur les 3, ça m'intéresse pas du tout, ou en fait elles m'intéressent toutes. Alors d'accord, du coup par laquelle on commencerait. Enfin vraiment d'amener ça comme une négociation du cadre et puis du cheminement thérapeutique aussi vers où on va. Et donner accès en fait à ce qui se passe à l'intérieur de moi, si j'ai des idées, si j'ai des questions. J'ai l'impression qu'on m'a vraiment appris à garder pour moi aussi tout ce monologue intérieur ou ce qui se vit à l'intérieur de moi, et vraiment en approche narrative plutôt l'invitation de le mettre en commun et puis de regarder qu'est-ce qu'on fait et puis qu'est-ce que ça aurait comme conséquence aussi d'aller dans cette voie. Peut-être qu'il y a une des voies qu'on explorera plus tard dans la thérapie, mais c'est pas la séance d'aujourd'hui. Et peut-être que les 3 voies que je vois, elles sont pas intéressantes pour la personne. Donc on va chercher autre chose où la personne, elle va de nouveau se responsabiliser pour dire en fait moi je venais aujourd'hui plutôt avec ça. Est-ce qu'on peut d'abord aller là, etc. Donc je trouve que ça favorise vraiment aussi cette prise d'initiative, ce genre d'explicitation des questions qu'on a à l'intérieur. Oui, c'est très transparent dans la manière de faire. Le mot qui me vient, ou en tout cas la représentation qui me vient, c'est que c'est très respectueux en fait. Les gens ne peuvent pas venir en se disant que la personne du thérapeute lui cache quelque chose ou rend opaque sa réflexion. Tout le temps tu partages, tu t'en donnais un exemple la dernière fois, mais peut-être que tu peux en redire quelque chose de la question même de la prise de notes. C'est-à-dire comment ça s'incarne dans ta pratique au quotidien, cette question-là de donner de toi en fait. Oui, j'ai un exemple qui est assez récent. La semaine passée, j'ai rencontré pour la première fois une personne que j'ai rencontrée pas dans mon cabinet, mais que j'ai rencontrée dans un café. Du coup, ça aussi, je pourrais en dire beaucoup sur comment on aménage le cadre et qu'est-ce qui m'a amené à faire ça. Mais le propos là, il est plutôt, j'aimerais le garder sur la prise de notes. Du coup, on se rencontre dans cet endroit qui est un endroit assez convivial et du coup, les mêmes règles ne se jouent pas dans un café que dans un cabinet. Et on a commencé à faire connaissance. Et puis, j'ai commencé. Et puis après, j'ai donné la parole à l'autre personne, comme je le fais habituellement. Et donc, j'ai commencé à prendre mes notes. Et du coup, ça crée en plus quelque chose d'encore plus particulier si on est dans un endroit d'un café. Et donc, j'ai expliqué à la personne, je lui ai demandé aussi l'autorisation de prendre des notes dans ce lieu, parce que clairement, là, visuellement, de l'extérieur, ça crée aussi quelque chose. Et je lui ai dit, pour moi, cette prise de notes, elle m'aide vraiment à me rappeler ce dont tu vas parler et à travers tes mots. Et donc, c'est pour ma mémoire, mais c'est aussi pour être sûr que les questions que je te poserai dans les prochaines séances ou par la suite dans cette séance, elles reprennent tes termes. Parce que je vais écrire, puis après je reviendrai. Mais du coup, j'ai besoin de capter les mots précis ou les expressions que tu utilises. Et puis la personne était très à l'aise avec ça. Du coup, j'ai commencé à prendre ses notes. Et puis, à un moment donné, j'ai clarifié et je lui ai dit, tu sais, les notes que je prends, c'est les tiennes, c'est tes mots. Et à tout moment, c'est possible en fait que tu les regardes ou que tu m'en modes une copie, que si ta curiosité elle est piquée par qu'est-ce que je peux bien noter pendant notre séance. Et en fait, elle a rebondi tout de suite et elle m'a dit j'adorerais avoir une copie des notes que tu prends dans nos séances parce que elle m'a dit j'adore écrire, j'ai l'habitude de remplir des journaux intimes et en fait là, je me rends compte quand tu me dis ça que ça fait 3 ans que j'ai plus ouvert un carnet pour un peu m'introspecter. Et elle me disait, je trouverais ça du coup fascinant que j'ai accès à tes notes, à qu'est-ce que toi tu retiens de mon discours, parce que c'est vrai qu'on s'écoute, on s'écoute pas parler, on capte pas les choses de la même manière quand on s'exprime. Et j'adorerais pouvoir le voir noter. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. C'est pas souvent que ça m'arrive dans les séances que les personnes demandent vraiment une copie. C'est ce que je vais lui donner la semaine prochaine. Et je lui disais, et du coup, on a pu ouvrir sur la dimension de l'écriture, sur le fait d'écrire pour soi, d'écrire pour les autres, d'être écouté par les autres, vu que là, il s'agit de ça. Et je lui disais, j'adorerais que ce soit un renouement avec ton écriture, avec le fait que tu écrives et que tu écrives pour toi ou pour d'autres. Et donc, j'ai vraiment hâte de la suite de nos conversations à ce sujet. Michael White dit que, en fait, la question, c'est pas le respect qu'on porte aux personnes, mais c'est comment on leur fait ressentir le respect qu'on porte pour elles. Et je crois que ça c'est très fort en moi. Et une manière de, du coup, le prouver ou de le faire ressentir, c'est aussi de montrer qui je suis en tant que personne. Pour moi, parler de moi, c'est montrer aussi quelle importance j'accorde à la personne et que la parole, elle est sacrée et que la parole que la personne va me confier est sacrée. Que c'est un don, que je le reçois
Et que pour moi, une manière d'être dans le contre-don ou une manière de rendre aussi, c'est de pouvoir faire circuler cette parole, de montrer comment elle m'impacte, de montrer comment elle m'inspire et d'essayer de créer ces cercles en fait, parce qu'on est inspiré, on s'inspire et c'est des choses qui continuent, c'est très cyclique comme ça dans la relation. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être pour terminer, j'aimerais vraiment insister sur cette distinction qu'il y a entre l'influence et la manipulation, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment dans les formations que je peux donner. C'est-à-dire qu'à partir du moment notamment où on peut être très transparent vis-à-vis des outils, vis-à-vis des techniques qu'on utilise, les personnes peuvent se dire qu'on est en train de faire un acte de manipulation parce qu'on souhaite emmener les personnes d'un point A vers un point B. Alors pour revenir sur ce point, la différence fondamentale que je vous propose de faire entre l'influence et la manipulation, c'est que la manipulation, ce serait obtenir quelque chose de l'autre qui me soit à mon bénéfice personnel et qui soit retranché à l'autre. C'est-à-dire, c'est lui faire quelque chose contre son gré, contre sa volonté, lui retrancher quelque chose à lui pour obtenir un bénéfice personnel. Or, lorsque l'on parle d'influence, ça peut être tout le contraire, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose qui a uniquement pour vocation de participer, de mettre notre énergie à ce que les désirs ou les souhaits de l'autre puissent être réalisés. Tout ce que l'on peut faire nous, c'est révéler les ressources, être des activateurs de compétences en sommeil, être des partenaires dans des conversations qui ouvrent l'éventail des possibles. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.